Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais d'abord, mon partenaire du jour, bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clémence, comment allez-vous ? Très bien, écoutez, merci encore d'avoir travaillé pour Ligne Droite la semaine dernière, d'avoir animé une émission entière. Mais merci, c'est un honneur que de vous remplacer à mon petit niveau, mon modeste niveau, ma très chère Clémence. Vous êtes très modeste. Merci encore Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Média. On se tourne tous les deux vers notre invité du jour. Vue de haut. Bonjour Driss Ghali. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On vous avait déjà reçu en cette saison pour un autre livre, Mon père, le Maroc et moi. C'était celui-ci, non ? C'était pas celui-là ? C'était pour Français ouvrez les yeux. Oui, Français ouvrez les yeux, voilà. J'ai pas toutes les références sur mon papier. Et aujourd'hui, vous revenez pour un autre livre, une contre-histoire de la colonisation française, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Un livre qui est particulièrement intéressant. Comme vous le dites, vous souhaitez proposer un antidote au poison distillé par ces apôtres de la mauvaise foi. Une synthèse dépassionnée de la colonisation française. Alors c'est quand même un sacré défi, ça va être compliqué. D'autant plus que vous commencez fort, puisque votre livre sort en pleine période de tension entre la France et l'Algérie. Dernière tension en date, c'est cette actualité qui vient de tomber, l'Algérie qui suspend la délivrance des laissez-passer consulaires avec la France. Alors c'est une information du site Africa Intelligence qui doit encore être confirmée. Voilà, l'Algérie qui a décidé de suspendre mardi dernier la délivrance des laissez-passer consulaires indispensables à la reconduite aux frontières des clandestins algériens qui sont sous le coup, vous savez, des fameuses OQTF, des mesures d'expulsion en France. Et ce serait lié d'ailleurs au fait que la France ait accepté une opposante algérienne sur ses terres qui avait un passeport français. Et donc l'Algérie lui en veut. Elle a rappelé d'abord son ambassadeur en France pour consultation et donc bloqué ensuite ses laissez-passer consulaires. Donc on est en plein dans ces tensions qui sont justement l'illustration du fait qu'on n'a pas réussi à reposer les fondations d'une histoire de la colonisation française. C'est ce que vous tentez de faire dans ce livre. Pourquoi vous, Driss Ghali, vous tentez de le faire aujourd'hui ? Parce que personne n'a voulu le faire. Vous n'êtes pas algérien ? Oui, non, je ne suis pas algérien. Vous êtes marocain ? Oui, tout à fait. Franco-marocain ? Tout à fait. Donc, parce que personne n'a voulu le faire. Et les gens ont tendance désormais à tenir des épiceries. Il y a des épiceries de droite, de gauche. L'épicerie de gauche est un hypermarché est beaucoup plus grand que celle de droite pour dire que tout va mal, que la colonisation a été un crime contre l'humanité. Et les gens vivent de ça. Ils reçoivent des subventions, et ils publient, ils font des carrières universitaires. Alors que le problème ne cesse d'enfler. Et en fait, c'est une boule puante au sein de la société française. Elle est en train d'empoisonner l'atmosphère. C'est un cadavre en décomposition, cette histoire de la colonisation. Et ça empêche les gens de vivre et de collaborer ensemble. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une forte communauté immigrée, intégrée ou pas, mais qui est là et qui est nourrie aussi de cette... qui est empoisonnée par ce poison, par cette boule puante. Et on ne peut pas faire une France du vivre ensemble, comme le dirait la gauche, si les gens ont ça entre eux, quoi. Ce crime doit être, s'il a existé, il a existé en partie, doit être élucidé, et puis qu'il faut qu'on tourne la page. Sinon, on va tous être restés bloqués. Ouais. Et c'est intéressant que ce soit le point de vue, finalement, vous le dites, vous-même, vous avez un passif avec la France et le Maroc, votre père, votre grand-père ont eu cette histoire également. C'est intéressant que ce soit vous, avec votre point de vue de Marocain, finalement, qui vous attachez aussi à cette histoire. Je pense que je comprends maintenant mieux votre première question. Un Algérien aurait eu beaucoup plus de mal, parce que c'est très surdéterminé. Et puis l'Algérie est la fille de la France. Et je ne dis pas ça pour insulter mes amis algériens, ils devraient même en être fiers. La France a enfanté l'Algérie par césarienne traumatisante, ça s'est passé difficilement. Mais l'Algérie est née de la France. Donc il y a une relation mère-fille très difficile. Parce qu'on ne s'assume pas. C'est comme un enfant métis, il est noir, il voit que sa maman est blanche, il ne comprend pas. C'est ce qui arrive aux Algériens profondément. D'où la haine et l'amour pour la France. Parce que s'ils détestaient vraiment la France, ils ne parleraient plus français, déjà à la base. Et puis ils ne viendraient pas en France. Oui. Et ils ne se soigneraient pas en France. Moi, à la place de Macron ou de Darmanin, en mesure de représailles au blocage des laissez-passer consulaires, eh bien moi, j'arrête d'accueillir les dignitaires algériens au Val-de-Grâce, à l'hôpital militaire. Oui. On va voir qui va rigoler. Voilà. Oui. Mais bon, ça c'est une bonne idée. Voilà. Donc, mais un Marocain ou un Sénégalais ou un Vietnamien a beaucoup plus de facilité parce que nous,
on a vécu le choc de la colonisation, mais on a notre histoire à continuer. Et on n'a pas cette espèce de règlement de compte à faire. Même si parfois on s'énerve par rapport à la France et tout, mais on n'a pas notre vie à continuer. Nicolas Vidal. Bonjour Driss Ghali. Alors moi je suis toujours intéressé parce que c'est des livres qui sont extrêmement intéressants, qui donnent un autre regard. D'ailleurs c'est intéressant puisque vous donnez ni raison aux indigénistes ni aux nostalgiques de l'Algérie française. Ça c'est intéressant, c'est un premier point qui me semble déjà être passionnant pour pouvoir prendre ce livre en main. Une question, allons plus loin. Vous parlez de cadavres en décomposition, vous allez même plus loin. Au tout début du livre, vous dites « Je suis sérieux, les ingrédients sont là, soit pour une guerre civile, soit pour un lent détricotage de la nation française, écartelé entre les égoïsmes minables des uns et des autres. C'est fort, hein, ça. C'est entre le détricotage de la nation et la guerre civile. Donc là, quand même, les perspectives sont quand même assez obscures, enfin, sont effrayantes, pardon. J'allais dire, c'est pas ma faute. Faut envoyer la facture à Rue Solferino. Rue Solferino et une copie papier carbone à l'ENA. Il paraît qu'ils sont à Strasbourg. Voilà. Oui, effectivement. Aujourd'hui, les enjeux en France, c'est pas. Je m'excuse d'énerver nos amis écologistes s'ils nous écoutent au volant, qui se garent pour pas qu'ils fassent d'accident. Le problème, non, mais c'est ils sont pas. en trottinette, Driss Ghali. Ils sont en trottinette. Ils sont en trottinette. Ah, bah très bien. Voilà. Donc, qu'ils garent leur trottinette. Et sur une crotte de chien sur le trottoir de Madame Hidalgo, et pour pas faire d'accident. Le problème aujourd'hui, c'est, à mon avis, notre priorité, c'est pas le changement climatique, c'est sauver la France. Et la France aujourd'hui, soit elle va, comme un tissu musculaire, elle va s'effilocher par manque de solidarité, parce que si un Arabe de France en veut à son collègue gaulois parce que à cause de la colonisation, et si un collègue gaulois en veut à l'Arabe parce qu'il y a eu les harkis, il y a eu les pieds noirs, tout ça, on fera pas un muscle. On ne fera pas un muscle, et un muscle permet de se défendre, de donner des coups. Les boxeurs sont pleins de muscles. Et sinon, on peut avoir la guerre civile, et les camps sont déjà définis. Et les gens attendent le coup de feu. Donc, si on veut se rendre utile à la France et à son pays, c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est pas en disant tout va bien, comme le font nos amis de l'extrême centre, ni en disant tout va mal. Il faut donner des solutions pratiques. Et ce livre, effectivement, il dit qu'il y a des torts des deux côtés et qu'il y a des raisons d'être très fiers de ce qui s'est passé aux colonies des deux côtés, chez les anciens indigènes et chez les Français. Parce qu'on a une bataille, celle du présent. L'ennemi maintenant, le rival, c'est la Chine, c'est la Turquie, vous avez l'effondrement de l'Empire américain. Il faut que nous retrouvions dans le passé des raisons de nous motiver. Et je pense que tout le monde, même les Algériens de France, ont de quoi être très fiers de leur histoire. J'aimerais bien justement, c'est aussi un livre d'histoire, donc vous revisitez, vous représentez l'histoire plutôt d'une façon différente de celle dont on a l'habitude d'entendre parler en ce moment. Et vous dites d'ailleurs à la fin, la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. À la repentance, il faut répondre par la transparence, tout mettre sur la table, le meilleur comme le pire. Alors, tentons, là, on n'a pas énormément de temps pour tout remettre sur la table, mais peut-être quelques éléments, selon vous, des deux côtés, qui permettraient peut-être de calmer les choses, ou au moins de dire un point partout et tournons la page. Écoutez, on peut partir déjà de la situation des pays colonisés avant la colonisation, qui vivaient un véritable enfer. L'Afrique était divisée, elle était traversée par l'esclavage, des Noirs contre eux-mêmes, ou des Arabes contre les Noirs. On est au tout début du XXe siècle encore. Les Arabes venaient chercher des Noirs et les revendre dans les marchés aux esclaves de Tunisie ou du Maroc. Le Maghreb était un coupe-gorge. Les femmes n'avaient pas de droit. L'enfant n'existait pas. Les Juifs étaient dans leur ghetto. Chez nous, au Maghreb, ils étaient victimes eux aussi de pogroms. En Asie, en Indochine, vous aviez le peuple khmer qui était victime d'un grand remplacement par le peuple vietnamien. Les Français sont arrivés et ils ont commis des crimes, ça c'est sûr, mais ils ont aussi interdit l'esclavage, interdit la traite, préservé le peuple, la grande culture khmer. Si le Cambodge existe aujourd'hui, c'est grâce à la France. Sauver le Maroc et la Tunisie qui étaient en processus de délitement. Et vous avez eu des grandes résistances merveilleuses chez certains indigènes, notamment au Vietnam, notamment en Algérie, avec quelqu'un d'extraordinaire comme l'émir Abdelkader, qui a réellement voulu faire un État-nation, qui a combattu contre la France de toutes ses forces, et contre une France beaucoup plus virile que la France d'aujourd'hui. Vraiment, il y avait des massacres de masse, c'était l'armée qui a fait la campagne en Russie, donc on n'était pas dans les droits de l'homme. Et Abdelkader a pardonné à la France.
Abdelkader a dit, ok, j'ai perdu, je fais la paix, je m'installe en exil. Il a pris son exil, s'est installé en Syrie, parce qu'il était très musulman. Il a dit, je ne veux pas vivre en France, je veux vivre. Et la France ne lui permettait pas de vivre en Algérie par crainte qu'il refasse une insurrection. Et il a dit, c'est bon, on bosse avec la France. Donc moi, quand j'entends aujourd'hui des types hauts comme trois pommes et qui viennent me dire, oui, la France, on va se venger, tout ça, l'Algérie, le Maroc, tout ça, je lui dis, attends, si Abdelkader a pardonné, qui sommes-nous, qui n'avons rien fait de nos vies, à part ouvrir un iPhone, pour aller dire, on va refaire l'histoire. Oui, mais est-ce qu'ils connaissent cette histoire-là également, sur ce sol-là? C'est aussi toute la question. Ah oui, bien sûr. Bah, le problème, c'est que même s'ils connaissaient l'histoire, il faudrait qu'ils fassent un autre effort, c'est-à-dire de dire, je suis responsable de ma vie. Parce que les gens aujourd'hui ne veulent plus être responsables de leurs échecs, et donc ils vont chercher dans la France le bouc émissaire. La France m'a fait, l'Algérie va mal parce que la France est un complot français. Je vis en France parce que... Et le français de souche aussi, il dit oui, mes grands-parents... Non, parce qu'au fait, plus on tape sur nos grands-parents, ou vos grands-parents, plus on s'enlève la responsabilité du présent, qui est un présent extrêmement déprimant. Enfin. Oui, en plus, il y a beaucoup de choses à faire dans ce présent. C'est ce que vous dites également dans votre introduction. Je n'ai pas le droit de rouvrir les blessures que mes ancêtres ont cicatrisées. En fait, c'est un peu votre appel dans ce livre, à tous. Oui, ma propre famille est passée par là. J'ai un arrière-grand-père qui a résisté aux Français. Comme de nombreux Marocains, il a perdu. Mon grand-père, il a ignoré les Français. Ça aussi, c'est un mythe. On nous dit les Français ont colonisé. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils ont colonisé? Les grandes villes, les grands axes routiers. Parce que les profondeurs des campagnes, ils ne les ont pas colonisées. Pourquoi? Parce que les Français ne voulaient pas aller aux colonies. Ils ne voulaient pas. Parce que la France est un pays riche et sous-peuplé au 19e, au début du 20e. On n'est pas l'Angleterre, surpeuplée, ou l'Irlande. Donc la France a mis très peu de soldats français de souche aux colonies parce qu'ils mouraient du malaria et de la typhoïde en Algérie. Parce que mais la vie était très dure pour les premiers. Horrible. C'est une vie d'avant. Les meilleurs n'allaient pas aux colonies. Les meilleurs Français allaient au Nouveau Monde, c'est-à-dire aux États-Unis, en Russie, au Japon, en Argentine. C'est là où il y avait l'argent. Et mon grand-père, lui, donc il s'est dit, puisqu'on ne peut pas gagner contre la France, on va s'isoler d'elle. Il a vécu dans son village. Tournons le dos à la France. Mon père est arrivé, il a vu la fin de la colonisation et il a été happé par la colonisation qui finalement, après 1945, je le raconte dans le livre, a été prise d'un peu de culpabilité et a ouvert des places dans les facultés françaises aux indigènes. Donc moi, si mes grands-parents ont réglé le problème, qui suis-je moi pour aller dire je vais reprendre ce problème-là? Parce que moi, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui dans ma vie. Je vous rappelle, vous le savez mieux que moi, le mètre carré à Paris dépasse les 10 000 euros. C'est ça mon problème aujourd'hui. Je viens de payer une baguette à 1,30 €. Moi, très sincèrement, c'est ça mon problème. Demain, les Chinois vont faire de nous des colonisés. Et on a beau s'appeler Mohamed ou Jean-Philippe, les Chinois, ils n'en ont rien à faire. Parce que pour eux, on n'est pas Chinois. Et c'est ça le débat qu'il faut, à mon avis, avoir aujourd'hui et évacuer ces histoires de colonisation. Ou de repentance. Parce que ça, c'est vraiment... C'est se tromper d'ennemi, c'est tragique. Nicolas Vidal. C'est très intéressant parce que vous parlez là, vous touchez un point fondamental et j'ai beaucoup aimé ces passages et c'est vraiment à la fin, notamment sur la dissolution de l'État de la France et vous avez raison de pointer les vrais ennemis aujourd'hui. Vous dites notamment, est-ce que mes compatriotes de souche veulent devenir des indigènes dont les affaires sont gérées par des élites collabos au service de puissances étrangères. Et c'est un véritable problème aujourd'hui dont nous payons la trahison des élites, notamment sur l'Union européenne, sur tous les problèmes économiques que nous rencontrons et sur le problème géopolitique et géostratégique. Pour vous, aujourd'hui, c'est ça le véritable enjeu de la France contemporaine, si elle veut rester la France? On a 2-3 enjeux très importants. Il y a celui-là qui est de dire, nous sommes déjà une colonie, alors pourquoi on pleure ce qu'on a fait en Algérie ou au Maroc? Regardons, on est déjà une colonie. Nous prenons nos ordres aux États-Unis ou en Europe, ou à Berlin, si vous voulez. Vous voyez, et sans être... Oui, puis il faut voir de qui l'Europe est-elle la colonie. Exactement. voilà. Nous sommes dans l'OTAN de manière... je ne suis pas contre l'OTAN, mais on est devenus les chaouches des Américains et on prend plus nos décisions. Ça, c'est un sujet. Le deuxième sujet, c'est nous avons un pays qui est au bord de la guerre civile ou au moins de la dislocation. Et ça n'a l'air d'énerver personne. On parle des retraites, là, mercredi, ils vont bloquer le pays, là. Mais j'aimerais bien que les Français bloquent le pays pour éviter la guerre civile. Parce que s'il y a la guerre civile, il n'y aura pas de retraite, je rassure la CGT. Voilà, ça, c'est des vrais sujets qui sont tout à fait absents de notre réflexion. Et ce livre, qu'est-ce qu'il essaie de dire?
C'est pas que l'histoire se répète, non. C'est que l'histoire est faite ou défaite par des grands hommes et des grandes femmes. Si la France a colonisé les pays du tiers-monde, parce qu'ils étaient colonisables. Ils étaient très faibles. Nous n'avions pas de bonnes élites. Au Maroc, la monarchie était très faible. En Algérie, il n'y avait personne, à part l'émir Abdelkader, qui était un accident de l'histoire. Et la plupart des peuples n'ont pas résisté. J'ai dit, pour faire plaisir à mes amis algériens, l'émir Abdelkader, mais dans la plupart des cas, les populations ont rejoint la France. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? La survie d'une nation, c'est très fragile d'abord, et ensuite, c'est une question d'élite. Et des bonnes élites. Et donc, pour faire des bonnes élites, il faut recommencer à faire des hommes. Et là, on ne fait plus d'hommes. Des hommes et des femmes. Des gens, et vous avez en France cette tradition de faire des grands hommes. Il faut qu'on retrouve ça. Parce que, ça fait un moment que cette tradition s'est éteinte, malheureusement. Tout à fait. Mais bon, si la Chine s'est réinventée, on peut réinventer. On peut y arriver. Et comment vous pouvez y arriver ? C'est un peu la thèse aussi de ce livre. C'est regardons le passé proche, c'est-à-dire il y a 100 ans. Ce que faisait la France, enfin, ce qu'a fait Lyautey au Maroc. Un type tout seul, avec quelques moyens, il a sauvé le pays. Et la France, je vais encore énerver quelques amis, c'est le pays le plus islamophile du monde. Je dis bien, c'est la patrie, l'ami de l'islam. Vous devriez avoir un siège à la Ligue islamique, juste en temps, un siège d'honneur. Parce que Lyautey arrive au Maroc en 1912, ça permet de démystifier un peu les mythes, et il est militaire. Et lui, il a vu toutes les bêtises faites en Algérie. Par la Troisième République. Toutes les bêtises. Il a dit, il est hors de question que nous détruisions la société marocaine comme nous avons détruit la société française. Donc je vais garder l'islam du Maroc, je vais garder les mosquées et je vais garder le cadastre. C'est-à-dire les terres musulmanes, collectives, tribales. Contre lui, il avait qui ? Il avait toute la République française, Paris, donc ses patrons, donc sa carrière. Il a joué sa carrière pour sauver l'islam du Maroc, alors que lui était monarchiste et ultra-catholique, il n'avait rien à faire de l'islam. Et il avait contre lui le lobby des colons, qui voulaient les terres, parce que les gens, ils n'ont pas quitté l'Alsace ou la Beauce pour devenir cordonniers à Casablanca, ils voulaient les terres. Bien sûr. Et les terres étaient inaccessibles, parce qu'elles étaient tribales. Et Lyautey a tenu bon, sa vie c'était un enfer. Et c'est ça comment dirais-je, c'est ce type d'homme-là qu'il faut qu'on retrouve, parce que nous avons besoin d'hommes aujourd'hui pour tenir bon à Ursula, à lui dire, ma grande, c'est moi qui décide. Et ils sont là, ces Français-là. Malheureusement, ils sont noyés par la nuée de criquets qui nous servent de gouvernement et qui, voilà, mais bon, gardons espoir. Alors, à ce sujet, ce que je trouve ça très intéressant, et je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne l'ai pas vu à travers votre livre, vous vous dites on est déjà finalement nous-mêmes une colonie, donc arrêtons de parler des vieilles colonies finalement. Et c'est très intéressant, est-ce que l'espoir ne viendrait pas des anciennes colonies, Algérie, Maroc, etc., qui elles-mêmes aujourd'hui ont une vision différente de ce qui se passe sur la scène internationale et qui refusent peut-être ou refuseraient un peu avant ce joug, on va dire, otanien, américain. Et finalement, moi je sais que je l'ai déjà entendu, préfèrent faire partie des pays non alignés, des nouveaux BRICS, ou vous savez, c'est une nouvelle puissance, justement, on parle du danger de la Chine, mais c'est une nouvelle puissance qui émerge derrière la Russie, la Chine et les nouvelles alliances des BRICS. Disons que vous pouvez prendre de la graine sur un pays, sur le Sénégal par exemple, qui ne veut pas s'aligner, qui ne veut plus s'aligner. Sur le Maroc, avec toutes les réserves que j'ai par rapport à l'attitude marocaine par rapport à la France et à l'Europe. Là, si je vais en tôle, je compte sur Radio Courtoisie quand même pour m'amener du café. On a de très bons avocats. Voilà. C'est tout ce qu'on a. Je donnerai les adresses des prisons. Voilà. Je ferme la parenthèse. Maman, ne t'inquiète pas. mais le Maroc, par exemple, qui joue aujourd'hui une stratégie multipolaire. On discute avec les Israéliens pour dire un peu merde aux Français. Et j'espère que les Français nous diront aussi merde aux Américains en discutant avec, je sais pas moi, les Russes, les Chinois. Voilà. Mais justement, moi je trouve cette stratégie de réel politique finalement, qui peut-être aujourd'hui, qui pourrait peut-être inspirer la France et les vieilles civilisations européennes. C'est vrai. Ce qui se passe. Alors, l'avantage du Maroc, et c'est peut-être aussi le cas en France, c'est qu'il y a un changement de génération. Il y a une génération qui arrive aujourd'hui qui n'a pas connu la Seconde Guerre mondiale, ni la colonisation. Alors que la génération de Hassan II avait connu tout ça. C'était des hommes qui ont fait l'Italie, l'Indochine, tout ça. Là, c'est une génération qui est extrêmement business.
Donc, ils comprennent des business plans. Ils comprennent des business plans. Bon, en France, c'est la même génération est au pouvoir. C'est Gabriel Attal. C'est la génération Gabriel Attal. Sauf que Gabriel Attal, son business plan, il l'a aligné, il le fait en dollars sur Washington. Bon, mais de toute façon, moi je suis optimiste parce que nous recevrons des claques, comme celle de l'Algérie aujourd'hui. Le Maroc aussi traite la France aujourd'hui comme l'Algérie le traite. C'est-à-dire qu'on refuse aussi les OQTF, me dit-on. C'est ce que dit M. Darmanin. Vous pouvez me dire qu'il confond les Anglais et les Afghans, mais bon, je le crois sur ce coup-là des OQTF. Et on a rappelé notre ambassadeur à Paris. Je pense que vous allez recevoir des claques et vous allez comprendre qu'il n'y a pas de place à la faiblesse. C'est le message de la colonisation. Et le grand, c'est Sédar Senghor, qui était noir, donc il avait raison, selon Mme Diallo et Mme Bobono. Donc il a dit, nous avons été colonisés parce que nous sommes colonisables. Voilà, c'est ça la question à se poser. La faiblesse est une peine de mort. Et on va bientôt le comprendre. Oui, Nicolas Vidal. Oui, c'est intéressant. Je voulais qu'on revienne avant le Flash Info, notamment sur cette idée de dissolution, bien entendu, de l'Union européenne. Mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi, Driss Ghali, de nos élites aujourd'hui, et notamment l'Union européenne, de dissoudre le peuple en le fragmentant pour qu'il soit beaucoup plus facile à leur imposer la politique mondialiste aussi? Quand vous avez plus de citoyens français et que vous avez une myriade de populations et de communautés, ça rentre plus facilement, ils sont moins rétifs à la mondialisation. Vous devenez, à cause de cette politique-là, comme l'Algérie en 1830, ou comme le Maroc en 1912, les dates d'arrivée de la France, un patchwork d'ethnies et de peuples. Il n'y avait pas de peuple algérien. Parce que vous aviez les tribus contre d'autres tribus, les Berbères contre les autres. À ce jour, la Kabylie vit le dos tourné à l'Algérie. Le Maroc, nous étions pas mieux, malgré la propagande officielle. Nous étions divisés. C'est pour ça que la France est rentrée au Maroc comme dans un supermarché. Qui a résisté au Maroc? Les tribus berbères de l'Atlas et le Rif. Parce qu'elles ont toujours été en dissidence. Et je vous rappelle que l'Algérie a été conquise par des Algériens. Bugeaud, tout ça, il avait une majorité de soldats à un moment algériens. Les Zouaves, ce n'est pas des Vikings. Les Zouaves, ce sont des gens d'Algérie. Au Maroc, qui a conquis le Maroc? Ce sont les soldats des tribus arabes et berbères de la côte qui ont tout de suite collaboré avec les Français et qui ont cassé la gueule de leurs frères marocains. Pourquoi les soldats ont fait ça? Ce qu'on appelait les goumiers, les goums. Parce que pour une tribu de la région de Casablanca, le berbère de l'Atlas, c'était un sous-homme. C'était une autre communauté. Et donc, c'est ce que vous font les élites aujourd'hui. Ils vous communautarisent, ils vous divisent. Et résultat, demain, vous êtes déjà envahis. Par le bas, par les anciennes colonies, et par le haut, par nos... nouvelles colonies dollarisées. Comme disait très bien monsieur le patron de l'Union européenne, Barroso, d'avant, un Portugais, au moins, c'était un colon, mais au moins, il était sympa. Il disait, nous sommes un empire sans armes. C'est ça l'Europe. Oui. C'est un empire. C'est une belle formule. On continue d'en parler de cet empire sans armes et de comment sauver la France, pourquoi pas. Tiens, il est 9h sur Ligne Droite et tout de suite je me tourne vers Emmanuel Noël pour les informations. Ligne Droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et nous sommes toujours avec Driss Ghali pour sa contre-histoire de la colonisation française, un livre aux éditions Jean-Cyril Godefroy et évidemment toujours avec Nicolas Vidal de Putsch Média. Je voulais vous poser une question, Driss Ghali, avec une ligne très intéressante que je ne pense pas qu'on ait trouvée ailleurs dans ces livres qui réexpliquent l'histoire de la colonisation française. Vous dites à un moment donné que finalement la colonisation est le résultat d'une forme de lobbying, la propriété des lobbies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Très bien. Après, je voudrais revenir sur le Gabon, parce que M. Macron va au Gabon, c'est un cas très intéressant pour notre débat. Alors, oui, au fait, ça aussi, c'est une idée de laquelle je suis particulièrement fier dans ce livre, qui m'a fait beaucoup souffrir, parce que j'ai repoussé mes limites et j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Ça, c'est douloureux. C'est très douloureux. Oui, très douloureux. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que on nous a dit, les indigénistes, l'école française, Pape Ndiaye, enfin, même la droite nous dit, on est parti aux colonies pour prendre les ressources minières, tout ça, agricoles, pour civiliser, ce qu'on appelait la mission civilisatrice. Oui, universelle. Universelle, voilà, la République, Jules Ferry, tout ça.
Et on est parti aussi pour chercher le prestige international, pour rayonner dans le monde. Au fait, on se rend compte que tout cela est faux. Et on est parti aux colonies pour des raisons tout à fait irrationnelles, des raisons qui sont très liées à une frustration de la France durant le 19e siècle. La France a été un pays confiné durant le 19e parce qu'on a payé les guerres napoléoniennes. Le congrès de Vienne 1815, ont été créées la Belgique, on nous a amputé de certains territoires et puis a été organisée l'Europe d'une manière anti-française. C'est-à-dire, on nous a empêché d'avoir des alliances, ni avec les Anglais, ni avec les Prussiens, ni avec les Russes. Donc la France a été au 19e un pays très puissant, mais confiné dans ses frontières. D'où des grandes aventures comme essayer de s'implanter au Mexique. C'était ça la France, avec la Légion, Napoléon III. Vous vous rendez compte, s'implanter au Mexique, sans Internet, sans téléphone. Il fallait des hommes pour prendre des ordres. Pour pas prendre d'ordre. C'est pas les généraux de l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Ils n'avaient pas de drone ni de satellite. On a fait la guerre en Crimée pour désenclaver la France. Et à cette frustration-là, qui a été largement empirée par la perte de l'Alsace-Lorraine, parce que là, nous étions confinés, après nous avons été amputés. À cette frustration-là sont plugués des lobbies, plutôt politiques, plutôt de gauche, de la Troisième République. Là, on est dans les années 1870, 75, 1880, qui ont créé un narratif qui était de dire, voilà, il faut aller sauver les Africains, arrêter l'esclavage, nous allons faire du coton et du café en Algérie. Oui, ils ont dit ça, c'est le paradis du coton. Il y a de l'or au Maroc, il y a de l'or en Indochine. On n'a pas trouvé, on a cherché, on n'a pas trouvé. Même aujourd'hui, les Marocains. Encore, ouais. Au Maroc, on n'a pas trouvé. On cherche toujours du pétrole, on n'a pas trouvé. Et ils ont fait monter une mayonnaise. C'est un narratif pour dire les colonies, c'est une chance pour la France. Et ils se sont inspirés de ce mal-être français pour vendre cette marchandise intellectuelle, de dire que tous nos problèmes vont être résolus aux colonies et en plus, on va faire le bien. Et ça rappelle aussi ce qui se passe avec l'immigration. C'est-à-dire que vous avez des lobbies qui nous disent tous nos problèmes, c'est l'immigration qui va résoudre. Les retraites, le mal-être, la repentance, amener les étrangers, vous allez vous repentir et tout ça. Et ces lobbies ressemblent beaucoup aux lobbies d'aujourd'hui de l'immigration. C'est-à-dire, c'est l'université, parce qu'il faut bien payer les chers universitaires et tout ça. C'est quelques journalistes. À l'époque, c'était les sociétés de géographes. Aujourd'hui, ce sont les humanitaires. Ce sont des capitalistes. Pas tous. Mais quels sont leurs intérêts ? Aujourd'hui ou à l'époque ? À l'époque, vous aviez un certain capitalisme qui voulait faire du commerce, qui ne croyait pas du tout dans l'or. C'était juste des balivernes, c'était pour motiver la République à envoyer les soldats se faire trucider à leur place. Parce qu'il fallait bien envoyer quelqu'un aller avec la baïonnette. C'était juste faire du commerce. On rêvait du commerce de la Chine, on fantasmait sur la Chine, et la Chine était fermée. Il y avait les Britanniques aussi qui faisaient du commerce, donc on voulait remonter le Mékong. Là, il y a plusieurs Français sont morts pour rien, pour assurer la navigabilité du Mékong ou du fleuve Rouge, qui monte vers l'intérieur de la Chine. Vous aviez aussi des lobbies militaires qui voulaient des médailles. Parce que quand on a perdu l'Alsace-Lorraine, il n'y avait plus de promotion dans l'armée. Il fallait attendre la revanche. Et donc, le moyen le plus facile d'avoir des promotions, c'était de devenir amiral. Enfin, en tant qu'amiral, c'est d'aller s'installer à Saigon ou à Dakar. Vous avez des lobbies aussi des lobbies de colons, notamment au Sénégal, qui est une vieille colonie, qui voulaient, eux, remonter vers le cœur du Sénégal pour s'accaparer le commerce d'ivoire ou de sel ou des choses comme ça. Et puis, vous aviez un autre lobby qui était un lobby, disons, politique de la Troisième République, qui était un lobby qui disait le régime est très faible, parce qu'il est né de la perte de l'Alsace-Lorraine. Il y avait une majorité monarchiste au Parlement, et il faut absolument que nous ayons une légitimité. Et on ne l'aura pas, sauf si on attaque l'Allemagne et qu'on gagne. Et aller aux colonies, ça permettait d'avoir des victoires faciles, parce qu'elles étaient désarmées, sous-développées, tout ça, et ça permet de légitimer le régime. Ouais. C'est comme aujourd'hui l'Ukraine. Oui, c'est comme l'Ukraine pour voilà. Bon, je n'aurais pas osé, vous l'avez fait. Pour le régime. Oui, servez-vous des anciens indigènes qui n'ont pas parce que nous avons déjà perdu notre souveraineté une fois, on va pas la perdre deux fois. Oui. On va vous aider. Et c'est comme l'Ukraine aujourd'hui. Vous avez pour Macron et tout
ils ont quand même donné Alstom aux Américains. Ils ont donné les sous-marins aux Américains. Ils ont donné la santé à Pfizer, Ursula von der Leyen. Qu'est-ce qu'il leur reste pour se racheter une virginité? C'est aller en Ukraine et dire nous avons libéré un peuple, au lieu de libérer le leur. Et le pire, c'est que ça marche. Oui. Enfin, on verra si ça marche. Pour le moment, disons que la propagande marche bien, en tout cas. Nicolas Vidal à ce sujet, puis après, on va parler du Gabon. Oui, je voudrais quand même poser une question qui est extrêmement intéressante, cher Driss-Ghali, notamment sur l'idée même que, vous savez, on parle beaucoup de pillage, mais vous dites, vous contestez le fait que la France s'est enrichie sur le dos des colonies concrètement et que, au contrario, ça y a coûté très très cher à la France, cette colonisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous battez en brèche et qui est une idée vraiment très discordante. J'aurais aimé vous entendre là-dessus, par exemple. Tout à fait. Alors, certains grands historiens ont écrit sur ça, Jacques Marseille, Daniel Lefebvre. Disons que le lobby colonial a vendu l'idée qu'on allait s'enrichir aux colonies, mais dès que les soldats français, souvent, enfin les généraux, les officiers, souvent issus de la noblesse et des monarchistes, et les soldats, souvent issus de la paysannerie, se sont fait trouer la peau ou morts de la fièvre jaune, dès qu'ils ont donné les colonies au capitalisme français, le grand capital a dit « Ah non, je ne veux pas y aller ». Pourquoi? Parce qu'il y a la malaria, parce qu'il y a la concurrence, je préfère aller aux États-Unis, je préfère aller ailleurs. Et ils n'ont pas investi aux colonies. À part un peu en Indochine, qui était une colonie très facile à mettre en valeur parce qu'elle est pluguée, pour parler franglais, sur la Chine. Donc vous plantiez n'importe quoi, vous pouvez le vendre aux Chinois qui sont à côté. Voire aux Américains via le Pacifique. D'ailleurs, l'Indochine vendait de l'EVA à Goodyear en Californie, dans les années 1920. Mais là, c'est un cas très particulier. L'autre malheur des colonies françaises, c'est qu'il n'y a pas d'or, il n'y a pas de diamant. Contrairement à ces salauds, je l'ai dit, à ces salauds de Britanniques, dont les colonies sont des mines d'or et de diamants. Le Botswana, l'Afrique du Sud. Nous, on n'a pas eu cette chance. Il y a effectivement au Gabon, il y a du bois extrêmement précieux, mais il faut aller chercher. Parmi les boas, les cobras, les crocodiles, la malaria, la fièvre jaune, la typhoïde. Les Britanniques ont eu des terres très faciles à exploiter, comme l'Australie. C'est un supermarché de diamants. Les Belges, au Congo, nous, on a eu le mauvais Congo. Eux, ils ont eu le bon Congo, avec toutes les mines d'or. Et à cela, c'est rajouté, si vous voulez, une politique publique qui a été de dire... comme le privé n'y va pas, comme le privé, au fait, il nous a enfumé, il nous a mis dedans et il s'est retiré, on ne va pas faire le diagnostic, on ne va pas dire on s'est trompé. Comme avec l'immigration, personne ne dit c'est un fiasco, on dit non, il faut continuer. Et la République a dit on continue. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ce que j'appelle une économie de ghetto, c'est-à-dire pour les quelques milliers de Français qui sont là, on va leur assurer des conditions de vie à la parisienne. On va faire des routes autour de Saigon, un opéra, un théâtre, quelques barrages. On fait une microéconomie largement subventionnée par Paris. Et en Algérie, c'était le délire total parce que vous aviez 1 million de Français de souche, ou espagnols, maltais, mais disons d'Européens, c'était le terme utilisé à l'époque, qui voulaient vivre à la parisienne, avec des maires, des conseils municipaux, des écoles, un facteur, le vin. Ils se sont mis à faire du vin en Algérie, sauf que c'était un vin, j'allais dire pourri, pas bon du tout. Et ils ont obligé par leurs députés, ils ont obligé la France à acheter ce vin pourri et à le distiller. Parce qu'il ne tenait pas la route face au vin du Languedoc ou au vin espagnol. Oui. Donc chaque année, vous achetez le vin algérien pour rien. Donc évidemment, ce n'est pas une bonne affaire. Ça aurait pu être une bonne affaire après les années 1950, quand la France a commencé vraiment à investir là-dedans. Mais là, il y a eu les destructions de la guerre et puis voilà. Oui, c'est fini. Les guerres de libération. Driss Ghali, vous parlez vraiment plus de dilapidation de deniers publics et vous dites aussi la France aurait mieux fait d'investir ses capitaux et ses talents en métropole ou bien en France. Donc vraiment, on a l'impression que ça a quand même été presque une banqueroute même, cette histoire. Alors oui, il y a aujourd'hui un débat parce qu'on n'a pas vraiment le bilan chiffré. Ouais. C'est pour ça qu'il y a aussi la gauche s'empare de ça et dit que ça n'a rien coûté parce que la France n'a pas pris la peine, l'État n'a pas pris la peine de chiffrer ça, sauf après 1945. Et là, ils ont vu que ça coûtait cher, d'où les décolonisations. Les décolonisations ont été plus attribuées par la France que conquises par les colonies, à part le Cameroun, l'Algérie et l'Indochine.
Mais ailleurs, la France est partie de bon gré. Même s'ils faisaient la gueule et tout, parce qu'il y avait les milieux des colons qui ne voulaient pas partir. Mais quand on a calculé combien ça coûtait, on est parti. Et au fait, ce qu'il y a, c'est au-delà de la dilapidation, il y a un problème d'emploi du capital. C'est-à-dire qu'entre investir en Algérie, au Maroc et investir en Californie, en Argentine, ça ne faisait pas photo. Et c'est ce qu'a fait la BNP, la Rothschild, tout ça. Et par contre, tout ne se résume pas à l'argent. Hein. Message à notre cher Jupiter. La vie n'est pas un business plan. Parce que, grâce à Dieu, vous avez eu les tirailleurs sénégalais et les goumiers. Et là, combien ça coûte ça? Combien ça coûte l'honneur de la France? La libération de la France. Vous savez que les goumiers, ils dormaient dans leur djellaba la nuit. Combien coûte un soldat comme ça? Rien. Et en plus, ils étaient musulmans, pas du tout assimilés. Enfin, ils n'ont rien coûté à la France. Pas éduqués, pas vaccinés, tout ça. Donc, oui, ça a été calamiteux d'un point de vue économique, mais il y a eu quand même ça a été aussi une école d'hommes. Romain Gary a fait ses armes en République centrafricaine. Autour de Lyoté, vous avez formé des grands chefs qui ont libéré la France 30 ans plus tard. Maréchal Juin, Guillaume, colonel Guillaume, général Guillaume. Parce que dans les colonies, et là, pour le coup, le lobby colonial avait raison, je vais faire beaucoup d'ennemis là. Je me sens... On a régénéré l'homme français. C'est ce que disait Lyoté. Il disait, on n'est pas venu aux colonies pour piller. On est venu pour faire un homme majoré. C'est de Lyoté. Parce qu'il a dit, en France, nous faisons des hommes minorés. Pourquoi? Parce que nous sommes humiliés après la perte de l'Alsace-Lorraine et nous sommes entre nous. C'est-à-dire qu'on se dispute droite-gauche, monarchiste, républicain. Et aux colonies, l'ennemi, c'était soit l'indigène, soit l'anglais. Et donc, on a retrempé les valeurs dans la guerre, dans l'aventure, dans l'agriculture. Et ça, ce bénéfice-là ne se mesure pas en euros, quoi. Voilà. Alors, je voudrais, puisqu'on arrive quand même à la fin, quand on parle, c'est vrai, de cette tournée africaine d'Emmanuel Macron, la fin de la France-Afrique, comme il avait déjà dit il y a 5 ans, il remet, on va dire, le couvert sur cette question-là, la fin des précarés, et donc il est arrivé hier au Gabon pour continuer donc sa tournée, où on va notamment parler de la préservation des forêts tropicales. Bon, il y avait peut-être d'autres sujets à aborder aussi, mais bon, une de ces sujets. Et vous souhaitiez absolument réagir également à cette actualité. Quand quelqu'un ou quand un pays devient insignifiant, il s'occupe de l'environnement. Vous avez vu ça. Hein. Dès qu'on n'a aucune prise sur la réalité, on s'occupe de... C'est comme nous les musulmans. Quand Israël nous met une branlée, nous casse la gueule, on s'occupe du voile des femmes. Ah, portez le voile, rentre chez toi, pourquoi t'as parlé à un garçon? C'est toujours pareil. Là, la France se déchaîne sur les forêts parce qu'elle ne peut plus parler aux Africains d'égal à égal. Elle est déclassée par les Turcs, les Chinois, les Russes et tout ça. La France-Afrique, ça, M. Macron l'ignore parce que à l'ENA, je ne sais pas ce qu'il leur enseigne. La France-Afrique est un projet africain. Ce sont les Africains, à commencer par les Gabonais, qui ont supplié la France, je pèse mes mots, ils ont supplié la France de rester. C'est pour ça que vous avez signé les accords de défense en 60-61. Les chefs d'État africains ont dit, on n'a pas l'argent pour faire une armée. Gardez vos parachutistes. Et nous ne faisons pas confiance aux Noirs. Le Noir de l'époque ne faisait pas confiance aux Noirs. C'est parce que l'Afrique, c'est le territoire des ethnies. Ça a échappé aussi à M. Macron, qui lise un peu M. Lugan. Oui. Et donc, il dit, défendez mon ethnie contre les autres ethnies en gardant vos soldats. Et la France-Afrique a été une continuation du projet colonial amélioré. Les colons ont été remplacés par les humanitaires et les coopérants. Et ils ont fait un travail extraordinaire. Et ça, vous pouvez envoyer la facture aux Africains. Combien coûte un coopérant? Combien coûte un homme éclairci? Et d'ailleurs, la plus grande, le franc CFA, c'est la première monnaie unique. Vous avez mis 30 ans à faire l'euro. Eux, vous leur avez fait le CFA gratuitement. Mais malheureusement, nos chefs, comme M. Macron, non seulement sont ignorants de ces thèmes-là, ils sont très bons ailleurs pour garder le pouvoir et diviser le peuple. Mais en plus, ils assument leur ignorance. Et ça va nous mener droit au mur. Vous allez perdre l'Afrique bêtement pour les Chinois. Parce que se faire déclasser par les Américains, je veux bien. Ils sont peut-être supérieurs à nous. Mais par les Chinois, c'est une honte. Ou par les Russes. Par les Russes. Mais moi, je suis très optimiste pour terminer. La colonisation a été très bien vécue par les Africains, d'où l'usage de la langue française. Vous les avez libérés de la loi de la gérontocratie, parce que vous avez appris aux Africains le coup d'État. Mais avant, il n'y avait pas de coup d'État. Avant, c'était le chef tribal, le clan, tout ça. Vous avez appris aux Africains les élections. Ce qui fait dire que les jeunes diplômés pouvaient prendre le pouvoir à 30 ans et pas à 70 ans.
et au bout de X milliards de rituels, d'initiation. Donc les Africains sont vos frères, malgré la race, malgré tout, et ils vont revenir à vous, ils vont flirter avec les Russes, mais ils vont revenir à la France. Et j'espère que d'ici quelques années, nous aurons des bonnes élites à opposer, à proposer comme partenaire aux Africains, pour enfin parler d'égal à égal. Peut-être qu'ils reviendront à la France quand la France reviendra à elle-même. Très bien dit, c'est ça, tout à fait. Allez, merci beaucoup en tout cas, Driss Ghali. Je rappelle le titre de ce livre absolument passionnant et vraiment au cœur de l'actualité. Oui. Non, vous vouliez rajouter quelque chose? Une contre-histoire de la colonisation française aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci beaucoup, Nicolas Vidal. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.